7 heures du matin, au sud de l'Espagne. Surplombant la ville de Grenade, les murailles de l'Alhambra sortent de l'ombre et révèlent la couleur qui lui donne son nom, Al-Hamra, la rouge en arabe. Le monument, encore fermé au public, achève sa toilette matinale et peaufine les réglages de ses jets d'eau. Comme tous les jours, le spectacle doit être parfait. Joyau de l'art islamique, l'Alhambra est le témoin incomparable de l'ultime royaume musulman d'Espagne, celui des sultans nasrides. Ici, les arts et les savoirs développés pendant les 7 siècles de présence musulmane, du 8e au 15e siècle, ont atteint leur apogée. L'Alhambra est une collection unique au monde de performances architecturales et décoratives. Et le seul exemple de cité palatiale musulmane conservée en Occident. Un héritage malmené au cours des siècles qui suivirent, mais dont les splendeurs rescapées suscitent l'admiration de près de 3 millions de visiteurs chaque année et en font l'un des sites patrimoniaux les plus visités au monde. Cependant, derrière son fabuleux décor, l'Alhambra a une autre vie, presque une autre histoire. Ce sont en effet des dizaines de chantiers de restauration et de fouilles qui animent l'immense site et ouvrent régulièrement de nouvelles fenêtres sur un passé encore énigmatique par bien des aspects. De quel étrange mariage entre l'art et la science sont nées ces prouesses ornementales? Que racontent les milliers d'inscriptions calligraphiques qui envahissent les murs des palais? Comment ce dernier bastion du pouvoir musulman en Espagne a-t-il fait pour perdurer pendant 2 siècles et demi? Et pour édifier au sommet d'une colline l'acropole médiévale la plus éblouissante du monde méditerranéen? Aujourd'hui, par leurs travaux les plus récents, historiens, restaurateurs et archéologues révèlent le génie des bâtisseurs de l'Alhambra, dévoilent les secrets de leur construction et retracent le destin mouvementé d'un royaume partagé entre l'éloge de la beauté et la défense de son territoire. Hectares cernés de murailles au sommet d'une colline qui domine Grenade. De l'extérieur, la cité palatiale de l'Alhambra s'apparente à une forteresse austère. Mais elle renferme un trésor. Les constructions réalisées entre le XIIIe et le XVe siècle pour la résidence, l'exercice du pouvoir et le loisir des sultans nasrides. Jesús Bermúdez est l'un de ceux qui connaît le mieux les dédales et les secrets de ces multiples édifices. Il y a vécu toute son enfance avec un père directeur du musée et a consacré à l'Alhambra ses recherches en tant qu'archéologue, spécialiste de l'art islamique. Aujourd'hui, il fait partie de ces scientifiques qui s'appliquent à éclairer la complexité de cette histoire. L'Alhambra est une ville qui s'est maintenue dans le temps, une ville qui a été conçue à un moment de l'histoire où se sont produits de multiples changements à la fin de l'époque médiévale, à la fin de l'époque islamique en Occident.
C'est à cette époque que l'Alhambra a été conçue, planifiée, commencée à être construite et développée pendant 260 ans. Cela fait de la ville elle-même, à l'époque des Nasrides, un ensemble très complexe. Ce sont ainsi 24 sultans qui, chacun à leur tour, bâtissent ou réaménagent des palais, agrandissent la cité et ses fortifications, avant que ne s'impose l'architecture monumentale de la Renaissance espagnole. La ville a également été conquise par des troupes chrétiennes qui ont décidé de la conserver, mais aussi de l'utiliser, de l'exploiter, de la faire vivre. Cela implique aussi de nouveaux changements, de nouvelles transformations. L'Alhambra est un enchevêtrement de constructions et d'époques. Pour clarifier cette chronologie, Jesús Bermúdez et Hubert Nodex, spécialistes de la modélisation architecturale, travaillent actuellement à la réalisation d'un modèle virtuel, permettant d'identifier les différentes parties de l'Alhambra selon les périodes. On a commencé à travailler sur une modélisation de l'ensemble du site de l'Alhambra tel qu'il est aujourd'hui. Mais ce que j'aimerais voir, c'est en fait quels sont les bâtiments qui sont finalement de l'époque des sultans et comment on peut imaginer pouvoir reconstruire tout ça. L'Alhambra s'articule donc autour de ces trois zones principales. La zone militaire, qui est située précisément sur la partie la plus élevée de la montagne, que nous appelons l'Alcazaba. La médina résidentielle pour l'artisanat et les produits destinés à la cour. Et une zone palatine qui sera définie dès le départ comme une zone exclusivement réservée à la résidence du pouvoir. À partir du XIVe siècle, nous avons trois palais importants. Le palais d'Ismaël, dont il resterait la première cour et la structure de la salle du Mekchoir. Le palais de Comares, avec la tour Comares, construit par Youssouf Ier à partir de 1333. Et enfin, nous avons la dernière partie qui est aujourd'hui occupée par le palais des Lions. Ce qui veut dire que les différents palais sont placés d'un ordre chronologique, on s'étend de plus en plus. Mais pour bien comprendre comment toutes ces évolutions se sont produites, je crois qu'il faut commencer précisément par l'Alcazaba. L'Alcazaba, c'est-à-dire la citadelle en arabe. Bâtie au début du XIIIe siècle à la pointe du site, elle est la toute première pièce de l'Alhambra et permet, du haut de ses tours, de surveiller les environs jusqu'à la Sierra Nevada et ses sommets culminant à plus de 3000 mètres d'altitude. Mais pour bien comprendre sa raison d'être, il faut remonter 6 siècles avant sa construction. En 711, les troupes musulmanes venues d'Afrique du Nord envahissent la péninsule ibérique. Une épopée marquée d'abord par la dynastie des Omeyyades et le califat de Cordoue. Leur règne dure près de 3 siècles et porte à son apogée ce nouveau territoire nommé Al-Andalus. Les guerres civiles entre Arabes et Berbères disloquent ensuite cet espace sous domination musulmane et amènent au pouvoir d'autres dynasties. Entre-temps, les royaumes catholiques se lancent à leur tour dans la conquête de ces territoires. Le royaume de Castille s'empare de Tolède, de Cordoue. Le royaume d'Aragon, à l'est, gagne Valence et l'île de Majorque. Une partie du sud de l'Espagne échappe cependant à ce renversement de situation, le sultanat de Grenade. Son sultan, Mohamed Ier, fondateur de la dynastie nasride, s'est déclaré vassal du roi de Castille. Cette allégeance lui a permis d'établir son autorité sur un vaste territoire. En 1238, il fait de Grenade la capitale de son nouveau royaume et lance sur la colline qui surplombe la ville la construction d'une forteresse, l'Alcazaba. Mais cet édifice, pourtant novateur en termes d'architecture militaire,
a largement été négligée par les historiens. C'est pour combler ce manque que l'architecte et historienne Adelaida Martin Martin en a entrepris une étude approfondie. La plupart des ouvrages se concentrent toujours sur les palais et laissent de côté l'Alcazaba. À mon avis, cela a conduit à minimiser l'importance de l'une des forteresses les plus intéressantes d'Espagne, sans oublier que l'analyse et la connaissance de l'Alcazaba sont essentielles pour comprendre l'origine et l'histoire de l'Alhambra. Protégée par une double rangée de murailles, la forteresse est avant tout le siège d'un quartier militaire dont subsistent les fondations d'une douzaine de maisons. Mais cette fonction clairement défensive ne suffit pas à expliquer toutes les caractéristiques de l'ouvrage, et en particulier l'aménagement de certaines des tours. Certaines de ces tours sont de véritables forteresses, indépendantes, totalement étrangères à ce qui se construisait dans l'architecture militaire andalouse. C'est le donjon qui présente le plus d'intérêt. Une construction bien plus sophistiquée qu'il n'y paraît, et que la spécialiste a exploré niveau par niveau afin d'en percer les secrets. Voûte simple, mur épais et percé de petites ouvertures permettant d'ajuster les tirs, les premiers étages sont clairement destinés aux soldats de la garde. Mais à partir du 4e niveau, les espaces ont visiblement fait l'objet d'un soin particulier. L'importance de cette pièce se révèle par la grande variété des voûtes. Nous trouvons par exemple une voûte en tombée, soutenue par des voûtes d'arêtes. Un aménagement inattendu dans une tour militaire. Pour Adelaida, cette pièce avait une fonction toute particulière au premier temps du sultanat. Peut-être celle que décrit le plus fameux des écrivains du royaume de Grenade, Ibn al-Khatib, quand il parle des habitudes de Mohamed Ier. Si nous nous basons sur les textes d'Ibn al-Khatib, nous pouvons en déduire que Mohamed Ier avait sa salle d'audience ici. Mohamed Ier accordait une audience publique 2 fois par semaine, au cours de laquelle on dénonçait les injustices, on lui communiquait les pétitions, les requêtes, on récitait des poèmes. L'hypothèse de l'architecte se confirme à l'étage supérieur. D'après les textes d'Ibn al-Khatib, Mohamed Ier, après avoir tenu ses audiences, montait ensuite dans ses quartiers pour se reposer. Nous arrivons donc au 5e niveau de cette tour. Il s'agit d'une habitation, probablement celle utilisée par Mohamed Ier. Les pièces étaient distribuées autour d'une cour centrale. C'est la première habitation connue installée dans une tour d'architecture hispano-musulmane. Une fois l'audience achevée, il se rendait dans un salon privé pour examiner ses affaires et attribuer à chacun de ses conseillers les problèmes qu'il devait régler. Durant l'après-midi, il mangeait avec ses parents les plus proches, ainsi qu'avec d'illustres cadis dont il aimait beaucoup la compagnie. Ainsi, cumulant les fonctions défensives, administratives et d'habitation, la construction s'apparente à une véritable tour de contrôle pour tout le fonctionnement de la forteresse. Jusqu'à sa terrasse, qui se situe au niveau le plus élevé de l'ensemble du complexe. L'endroit parfait pour communiquer par signaux avec les autres tours de guet disséminées aux alentours. On comprend dès lors toute l'importance de cette forteresse qui, plus qu'un ouvrage purement défensif, s'avère être le lieu même de l'exercice du pouvoir pour le tout jeune royaume de Grenade. En près de 40 ans de règne, Mohamed Ier est parvenu à maintenir l'existence de son sultanat
et préserver un territoire possédant de multiples accès à la mer. Un succès obtenu par un jeu habile d'alliances que le sultan fait et défait, tirant profit des rivalités entre les royaumes chrétiens et des convoitises des sultanats d'Afrique du Nord. Entre diplomatie et campagne militaire, le royaume de Grenade va ainsi se maintenir pendant 2 siècles et permettre le développement au sommet de cette colline, d'une oasis idyllique, protégée du monde par 2000 mètres de murailles et près d'une trentaine de tours. Isolé au sein d'un territoire redevenu presque entièrement chrétien, le sultanat de Grenade devient rapidement une terre d'accueil pour des milliers de réfugiés musulmans. Ils viennent en particulier grossir la population de la ville de Grenade elle-même et de son quartier de l'Albacine. Parmi eux, des artistes, des artisans, des architectes, qui vont mettre leur talent au service des ambitions architecturales des sultans. Dorénavant, il ne s'agit plus seulement de protéger le pouvoir, mais aussi de le glorifier, en lui bâtissant le plus fantastique des écrins. 60 années se sont écoulées depuis la mort de Mohamed Ier, et 5 sultans se sont déjà succédés. C'est maintenant un certain Youssouf Ier qui dirige le royaume de Grenade. Son règne inaugure une période de grande prospérité pour la dynastie nasride et le début d'une série de réalisations exceptionnelles. À commencer par la résidence qu'il se fait construire au nord du site, le palais de Comarès. Il est à lui seul un manifeste complet des savoirs, des inventions et des symboles qui nourrissent l'architecture nasride. Articulé autour d'un vaste patio central et de son bassin sur lequel donnent tous les espaces de vie, le palais est dominé par la plus massive des tours de l'Alhambra. Elle abrite une immense salle, parfaitement cubique, et ornée sur tous ses murs d'inscriptions calligraphiques et de motifs variés. Un art du décor porté à son apogée qui se déploie jusqu'au plafond. Couronnant la salle, un vaste dôme en marqueterie dessine une myriade d'étoiles qui invite le spectateur à un étourdissant voyage céleste. Et qui interroge aussi les spécialistes confrontés à la complexité de la structure et la nature des symboles qui s'y cachent. Une étude très poussée menée actuellement permet d'en révéler certains des secrets. Ces images du plafond en très haute définition ont été réalisées en prévision d'une prochaine restauration. Elles permettent à Elena Correa, restauratrice en chef de l'Alhambra, d'examiner dans ses moindres détails ce chef-d'œuvre de la menuiserie islamique. Il s'agit d'une structure autoportante de 13 panneaux, exceptionnelle par sa taille. Et c'est une charpente de 13 mètres de côté sur 7 mètres de haut. Elle a donc des dimensions impressionnantes. Structurellement, elle est composée de pièces de pin et de peupliers. Selon la documentation actuelle, il y aurait plus de 8000 pièces. Objectif de l'étude, évaluer les éventuels besoins d'intervention de la part des restaurateurs. Avec les orthophotos de la voûte, on peut voir l'état de conservation pièce par pièce. Nous pouvons voir qu'il y a un problème dans la conservation de la polychromie générale. Les zones repeintes, les clous qui ont été ajoutés, les parties manquantes. Dans certaines d'entre elles, on voit très bien la craquelure de la polychromie. Le but n'est pas ici de restaurer l'état initial du plafond, mais plutôt de stopper sa dégradation. On peut en revanche se faire une idée de l'effet voulu à l'origine grâce à un travail de reconstitution des couleurs mené dans les années 60. Mais cette exploration inédite a aussi permis de débusquer certains des secrets de la structure elle-même. En l'étudiant,
Nous avons constaté que l'ouverture délimitée par les murs de la tour est plus grande que la surface de la charpente. Il y a un élément qui permet de faire la jonction entre la salle et la charpente, c'est la frise. Cela crée un effet comme si la charpente flottait. C'est une solution technique qui répond à une nécessité symbolique. Un plafond qui évoque le ciel. Vu d'en bas, ce gigantesque puzzle de pièces de bois s'apparente en effet à une voûte constellée d'étoiles. Les artisans d'Asrid ont poussé la symbolique encore plus loin. Les 7 cieux sont formés par les rangées d'étoiles à 8 branches et à 16 branches. Le premier ciel correspond à cette rangée, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième ciel. Et le 8e ciel est le trône de Dieu. Et au centre, la chaise qui couronne le 8e ciel. Une représentation des 7 ciels cités dans le Coran, destinée à souligner l'importance du lieu. Dans la salle de Comares se trouvait le trône du sultan, qui, d'une certaine manière, voulait être comparé à la façon dont Dieu gouvernait. C'est une façon de légitimer le pouvoir du sultan. Un pouvoir que la salle elle-même proclame en prenant la parole au travers de certaines des inscriptions qui ornent ses murs. Monseigneur, le victorieux Youssouf, m'a décoré des vrais attributs de la gloire et de l'excellence. Il a fait de moi le trône de son empire. La singularité de la salle du trône ne se limite pas à son plafond. Cet espace du palais de Comares a captivé d'autres spécialistes. Ils se sont intéressés en particulier à l'implacable et fascinante géométrie qui se déploie sur toutes ses surfaces. L'un des traits les plus caractéristiques de l'art islamique est peut-être l'utilisation de la géométrie comme ressource formelle et expressive. On la retrouve dans toutes les manifestations de cette culture, dans tous les bâtiments, dans tous les matériaux, dans la décoration, partout. L'Alhambra en est un parfait exemple. Cet usage de la géométrie, les artisans d'Asrid le poussent à son maximum et en font un art à part entière au travers de l'assemblage des mosaïques. Mais comment concevoir ces compositions étourdissantes? Quelles en sont les règles? Manuel Martinez Vela a décidé d'explorer la complexité de ces tableaux et d'en révéler les secrets. J'ai cherché à découvrir les tracés qui sont cachés sous ce que l'on voit aujourd'hui. Avant d'arriver au résultat que nous voyons sur les murs, il faut savoir que partout en dessous se cache un squelette, une armature qui le soutient. Autrement dit, il s'agit de retrouver la succession des tracés utilisés par les artisans d'Asrid pour dessiner les motifs des décors de la pièce. L'un des motifs les plus intéressants du carrelage qui recouvre l'intérieur du salon de Comares est peut-être celui que nous appelons El Molinete, la roue d'épingle. Le motif de ce dessin est très simple, mais il est difficile de le voir à première vue. À partir de la grille, en soulignant certains carrés, nous pouvons dessiner des cercles. Et sur ces cercles, nous pouvons également dessiner d'autres carrés inscrits, de sorte que nous obtenons une étoile à 8 branches. Des étoiles à 8 branches qui sont alignées en diagonale. C'est le motif de base et c'est l'un des plus répétés dans l'Alhambra. Et bien à partir de ce motif, la méthode de travail est la suivante. On met en évidence une série de lignes et on oublie les autres.
Les artistes nasrides n'ont laissé aucun document décrivant la genèse des motifs, sauf quelques traces repérées par Manuel Vela sur l'un des murs du palais, et qui confirment magistralement sa théorie. Dans ce couloir, nous trouvons l'un des rares documents médiévaux qui nous explique comment on a réalisé le dessin que nous voyons sur le mur. Les lignes qui composent la grille sont parfaitement visibles. On peut également voir la circonférence qu'on a tracée au compas, puis la ligne tangente à la circonférence. Le processus est le suivant. Une grille, on regroupe les carrés 4 par 4, un cercle, un autre, au sommet alterné des carrés, des tangentes, les étoiles apparaissent, et en appliquant le même processus que précédemment, en marquant certaines lignes, le dessin apparaît. Artiste et professeur d'art plastique à l'université, Manuel Vela a d'abord étudié ces mosaïques pour initier les élèves à la géométrie. Mais elles sont vite devenues son principal sujet de recherche. En vivant à Grenade, toute cette leçon de géométrie transformée en art à l'Alhambra m'a particulièrement intéressé. Et j'ai donc commencé à chercher un peu intuitivement. Et j'ai surtout systématisé l'étude, de la première à la dernière mosaïque de l'Alhambra. Et j'ai vu qu'il y avait des points de connexion entre de nombreux dessins. Des points de connexion dans cette structure interne qui est en dessous, que nous ne voyons pas. Ces motifs qu'on retrouve partout et qui donnent une unité à l'ensemble des mosaïques de l'Alhambra. Pour parvenir au motif final, la quantité de tracés nécessaire est parfois vertigineuse. Elle nous entraîne dans un monde où les lois de la géométrie servent à engendrer de véritables œuvres d'art. Ces créations fascinantes sont sans doute aussi pour les croyants, en l'absence de représentation physique, une façon de contempler la nature infinie de Dieu. Elles révèlent également la connaissance profonde qu'avaient les artisans nasrides de cette science des formes, dont les principes remontent aux travaux du mathématicien grec Euclide, 3 siècles avant Jésus-Christ. Mais comment ce savoir est-il parvenu à travers le temps et l'espace jusqu'au palais de l'Alhambra? Pour Pascal Crozet, spécialiste de l'histoire des mathématiques arabes, la réponse est tout entière contenue dans ce manuscrit du IXe siècle. Il s'agit d'un exemplaire de la traduction des éléments d'Euclide en arabe, l'ouvrage phare des mathématiques grecques. Et il faut bien comprendre que les Arabes sont les héritiers des Grecs, en fait. Les premières traductions des éléments d'Euclide ont été réalisées au début du IXe siècle, sous le califat du calife Haroun al-Rachid. Et puis un peu plus tard, un de ses successeurs, qui s'appelait el Marmoun, avait créé une maison de la sagesse, Bet el-Hikma, à Bagdad. Et dans cette institution, eh bien, on trouvait des traducteurs, mais aussi des scientifiques, des astronomes. Et ce savoir, ces traductions ont été diffusées très rapidement dans l'Occident musulman, en Andalousie, où on trouve des traces d'activités scientifiques et mathématiques très tôt. Il est évident qu'à partir du moment où vous avez un savoir de ce type qui est enseigné, qu'il y a des ouvrages de géométrie qui sont rédigés pour les artisans, pour les arpenteurs, donc c'est un savoir qui est diffusé comme ça. On en a besoin aussi pour l'astronomie, pour faire le calendrier, pour les horaires de prière, pour indiquer la direction de la Mecque vers laquelle on fait la prière. Tout ça, ce sont des calculs astronomiques qui sont fondés sur la géométrie. Grâce à l'activité de l'école de traduction de Tolède, ces connaissances issues des ouvrages grecs vont se diffuser bien au-delà de l'Espagne musulmane et toucher, dès le XIIe siècle, les grandes universités du reste de l'Europe.
Au moment où l'Europe médiévale s'approprie les savoirs grecs, ça se fait à partir de traductions de l'arabe. Il va y avoir à Tolède au XIIe siècle une concentration de traducteurs venus de toute l'Europe. Et c'est par ce biais-là, si vous voulez, par ces traductions de l'arabe, qu'on va s'approprier d'abord les éléments d'Euclide, et puis tout le savoir grec. Cette parfaite connaissance des lois de la géométrie, alliée à un savoir-faire exceptionnel, permet aux artisans nasrides de pousser encore plus loin la quête mystique du décor. Elle trouve une nouvelle dimension dans ces voûtes alvéolées à la façon d'immenses ruches, les Muqarnas. Mais pour comprendre l'origine de cette performance architecturale, il faut s'intéresser à l'histoire de Mohamed V, l'autre grand bâtisseur de l'Alhambra. En 1354, coup de théâtre. Youssouf Ier est assassiné. Il laisse le trône à son fils Mohamed V, qui n'a alors que 16 ans, et se retrouve placé sous la tutelle d'Ibn al-Khatib, le vizir de son père. 5 ans plus tard, un coup d'État force le jeune Mohamed à fuir Grenade. Il se réfugie à Fès, au Maroc. Pendant les 3 années de cet exil, le jeune Mohamed découvre les palais, les mosquées. Il s'émerveille de cette eau qui partout ruisselle et court de fontaine en fontaine. Il admire la façon grandiose dont on fait ici usage des Muqarnas. Lorsqu'il retrouve les rênes du pouvoir en 1362, Mohamed V veut donner un souffle nouveau à son Alhambra. C'est ainsi que naît le Palais des Lions. S'il est toujours articulé autour d'une grande cour rectangulaire, le Palais des Lions est une œuvre architecturale parfaitement originale. Son patio central est bordé d'une galerie à la façon d'un cloître chrétien, supporté par 124 colonnettes ciselées. Une forêt de marbre blanc, au centre de laquelle trônent majestueux 12 lions cracheurs d'eau et porteurs d'un grand bassin. Mais c'est aussi la décoration des portiques et des voûtes qui fait la singularité du palais. Les Muqarnas sont partout et atteignent ici un niveau de complexité unique dans l'art islamique occidental, au point de constituer un sujet de recherche à part entière. À la façon d'un puzzle en 3 dimensions, les Muqarnas sont formés d'un assemblage de multiples petites pièces. Mais comment déterminer le nombre et la forme des différents éléments de base nécessaires à ces compositions? Celui qui aujourd'hui est allé le plus loin dans cette quête des secrets de fabrication travaille à l'École polytechnique fédérale de Lausanne et s'appelle Ignacio Ferrer. Sur les Muqarnas, il nous manque beaucoup d'informations. L'Alhambra a été construite au milieu du XVe siècle et les documents qui nous sont parvenus datent du XVIIe siècle et concernent des manuscrits de menuiserie. Quand j'essaye d'appliquer ces règles et de reproduire les Muqarnas de l'Alhambra, ce n'est pas possible. Parce que ces plans ne représentent que des figures en 2 dimensions dans lesquelles nous pouvons insérer des pièces. Mais ces figures en aplat peuvent en réalité correspondre à 7 ou 8 variations. Dans ce cas, on peut obtenir jusqu'à 9 variations, parmi lesquelles une version par exemple complètement convexe ou la version opposée complètement concave. Pour combler ces manques d'informations, Ignacio est reparti du terrain. Il a entrepris d'identifier les différentes figures en Muqarnas présentes dans l'Alhambra en les confrontant à des modèles théoriques. Il s'est ensuite appliqué à déterminer, pour chacune d'entre elles, les formes de base nécessaires à leur assemblage. Le résultat dépasse de loin tout ce qui avait été découvert jusque-là.
L'une des conclusions de mes recherches est que de nombreuses simplifications ont été faites tout au long des études réalisées sur les Muqarnas. Certains auteurs ont décrit une famille de 7 pièces avec lesquelles on pourrait créer n'importe quelle composition. Si nous n'utilisions que les quelques pièces vues dans ces manuscrits, nous ne pourrions jamais créer la richesse de l'Alhambra. Dans l'Alhambra, il y a beaucoup plus de figures qui donnent lieu à beaucoup plus de pièces. J'ai découvert 15 figures qui donnent lieu à plus de 21 typologies. Et à partir de ces typologies, on obtient une variante de 40 pièces ou plus. Au fur et à mesure de l'avancement des recherches, il sera possible de répertorier toute la richesse de la famille des Muqarnas de l'Alhambra. La diversité des compositions et des jeux de couleurs est telle que le recensement n'est sans doute pas terminé. Les artisans de Mohamed V ont fait du Palais des Lions un véritable conservatoire des Muqarnas. Cette maîtrise de l'ornementation et plus généralement d'une architecture imaginée comme un art de vivre ne pouvait évidemment laisser insensibles les souverains chrétiens. Ainsi, alors que Mohamed V poursuit l'embellissement de son palais, Pierre Ier, roi de Castille et de Léon, décide de construire le sien à Séville. La ville a été reprise aux musulmans depuis près d'un siècle, mais peu importe. C'est la fascination pour un modèle idéal de résidence qui l'emporte. Pierre Ier fait appel aux artistes arabes et berbères de Tolède, mais aussi à ceux du sultanat de Mohamed V. Une collaboration d'autant plus naturelle que les deux souverains sont alors alliés contre le roi d'Aragon. Résultat, un palais qui reprend fidèlement tous les codes de l'architecture musulmane et exhibe sur sa façade, 8 fois répétée, la devise des sultans nasrides de l'Alhambra, « Il n'y a pas de vainqueur, sinon Allah ». À ce décor somptueux s'ajoutent des symboles du règne de Pierre Ier et des ornements qui caractérisent ce nouveau style où fusionnent les cultures. C'est le style mudéjar qui va profondément influencer toute l'architecture espagnole jusqu'au XVIIe siècle. Curieusement, on retrouve à l'Alhambra, dans le Palais des Lions, le même phénomène, mais inversé. À quelques mètres des ornements typiques de l'architecture islamique, apparaissent 3 voûtes décorées de personnages à la manière d'un palais chrétien. Qui les a construites? Qui les a peintes? Que signifie leur présence au sein de l'Alhambra? Réalisées sur des peaux d'animaux, les peintures étaient dans un état catastrophique. Les restaurations qui s'achèvent actuellement et qui ont été menées par Elena Correa permettent de mieux comprendre leur histoire. C'était terrible quand nous sommes arrivés. La peinture était complètement détachée du support et il y avait des lambeaux entiers qui pendaient, perdus sur le sol. Au XIXe siècle, la toiture a été modifiée et une gouttière a été ajoutée et s'est abîmée. Cela a produit de nombreuses infiltrations d'eau dans les voûtes. Cela a fini par détacher du bois des fragments de peau. Il y a beaucoup de manques. Tout est parti. Ce que l'on voit, c'est le support de la peau. Dans un premier temps, l'objectif a été de fixer toute la peinture qui se détachait, retrouver la clarté des couleurs et ensuite faire la réintégration chromatique. Un ambitieux chantier de restauration échelonné sur 20 ans qui a nécessité une étude approfondie des matériaux et de la technique employée et qui a permis d'identifier avec certitude les constructeurs de ces voûtes.
Cette image correspond à un cliché radiographique. Ce qui est intéressant dans cette image, c'est de voir que sur le dos de la peau, il y a une série de traits calligraphiques. Cela nous indique que le support en cuir a été travaillé par des artisans nasrides. Plus largement, c'est toute la technique de construction qui s'avère caractéristique des bâtisseurs du palais. Durant la restauration, nous avons découvert que la charpente en bois est très similaire à d'autres que nous avons vues à l'Alhambra. Nous en avons conclu qu'il s'agissait bien d'artisans musulmans. Aujourd'hui, grâce au travail de restauration, les voûtes peintes de l'Alhambra ont retrouvé une lisibilité parfaite et livrent au regard une surprenante mise en image du monde nasride. La scène centrale représente les rois de la dynastie nasride. C'est l'opinion la plus acceptée parmi les historiens, entre autres à cause des épées qu'ils portent. Ce sont des épées d'apparat. Et les voûtes latérales représentent des scènes de chasse, de combat, des scènes de cour. On dirait qu'elles n'ont aucun lien entre elles, mais quand vous les lisez, vous voyez qu'elles racontent une histoire. Une histoire où les chevaliers musulmans affrontent des chevaliers chrétiens pour la main d'une demoiselle et en sortent vainqueurs. Quant à savoir qui sont les peintres qui ont réalisé ces images, la question reste entière à ce jour. Les motifs représentés sont courants dans la peinture médiévale de cette période. Ils auraient pu être faits par un chrétien. Mais nous constatons qu'il existe une grande perméabilité entre les deux cultures qui s'échangent des motifs. Alors rien n'empêche de penser que la main qui les a exécutés était musulmane. Nous savons aussi qu'ils étaient des peintres très habiles. Ces peintures montrent aussi que la figuration, tant qu'elle n'investit pas les lieux et les textes religieux, a sa place dans le monde islamique. Et elle se manifeste à l'Alhambra de façon spectaculaire. Située au cœur même du palais, la fontaine aux 12 lions est l'un des exemples les plus importants de sculpture figurative musulmane. Monument d'une grande force symbolique où les animaux de marbre, par l'eau qui jaillit de leur gueule, alimentent les 4 canaux représentant les 4 fleuves du paradis décrits dans le Coran. Une eau à qui l'Alhambra doit la possibilité même de son existence. Et que les ingénieurs nasrides sont parvenus à domestiquer et acheminer jusqu'au sommet de la colline où se bâtissait l'Alhambra. Un véritable défi d'ingénierie fait de canaux, d'aqueducs, de bassins et de systèmes de remontée des eaux, et dont certains des tronçons sont encore utilisés de nos jours. Luis García Pulido recense et étudie depuis plusieurs années les restes archéologiques de cet immense réseau. Son objectif, retrouver le tracé et les installations d'origine. Aujourd'hui, il s'intéresse à des vestiges récemment découverts dont il veut déterminer la nature exacte. C'est le canal royal. C'est même un aqueduc. Une partie de la première canalisation qui a été construite pour amener l'eau à l'Alhambra. On peut descendre par ici. C'est probablement l'aqueduc auquel les chroniques font référence lorsqu'elles disent qu'en 1238, Mohamed Ier, le fondateur de la dynastie nasride, a commencé par amener de l'eau à la colline rouge pour commencer à construire l'Alhambra. C'est la première partie d'un aqueduc du canal d'irrigation qui aurait franchi ce ravin. Vous pouvez même voir ici les marques des planches. Elles faisaient 18 ou 19 cm de haut environ. Ce sont les planches qui ont servi de coffrage pour la construction de cette masse. Et il y a aussi une série de rangées de briques et ce qui semble être une base en pierre. C'est une construction typiquement médiévale.
Et par ici, on peut voir le canal, avec les deux blocs latéraux qui formaient la canalisation où passait l'eau. Ces vestiges sont très intéressants et très importants pour comprendre tout le processus de développement de l'Alhambra et de son système hydraulique. C'est en collectant ainsi les informations sur le terrain que Luis García Pulido reconstitue peu à peu les étapes de la construction du réseau d'eau, et dont les sillons successifs des canaux, ou acequias, sont encore bien visibles au flanc de la colline située à l'est de l'Alhambra. Nous sommes ici, au niveau de l'un des premiers tronçons de la Séquia Real, le canal royal. Il y a plusieurs tracés de cette canalisation. Et ensuite, il y a une série d'ouvrages plus hauts liés au trajet ultérieur que le canal d'irrigation a emprunté. Il s'agit d'une canalisation assez longue, car pour atteindre la rivière Darro, où elle prend sa source à un niveau plus élevé que la colline de l'Alhambra, il faut parcourir au moins 6 km. Avant de pénétrer dans l'Alhambra, le réseau se divise en deux bras et irrigue les jardins et vergers du Generalife, un petit palais d'agrément construit au-dessus de l'Alhambra. Mais ce réseau va encore se complexifier sous le règne de Mohamed V à la fin du XIVe siècle par l'ajout d'un système permettant de remonter l'eau. L'eau était remontée par une roue à aube. Elle s'élevait sur près de 60 mètres, puis 60 mètres à nouveau, soit 120 mètres de dénivelé jusqu'à ce bassin situé au sommet de la colline. Une fois l'eau arrivée à ce point, elle pouvait être guidée vers une série d'almunias, des fermes royales destinées à la production agricole et qui servaient en même temps de lieu d'agrément pour les rois nasrides. Le réseau des acequias a été la seule source d'approvisionnement de l'Alhambra depuis sa fondation au XIIIe siècle jusqu'aux années 1920. Il continue aujourd'hui de fournir une partie de l'eau nécessaire à l'entretien d'un exceptionnel décor paysager. Au temps des sultans, l'eau était bien sûr indispensable à la vie quotidienne, mais elle était tout autant précieuse pour les jardins. Plus qu'un simple agrément, ces espaces arborés et fleuris étaient censés incarner un paradis terrestre voué au plaisir des sens. Aujourd'hui, mêlant les fruits et les fleurs, ils continuent d'associer couleurs, odeurs et saveurs au murmure de l'eau. Pour goûter le plus complètement aux délices de cet environnement, il faut se rendre au Generalife, le petit palais d'été des sultans qui surplombe l'Alhambra. C'est par un escalier dont les rampes servent de rigole que l'eau pénètre dans ces jardins. C'est dans cette partie basse du pavillon nord du Generalife que ces véritables artères de vie rejoignent l'enceinte monumentale. Et à partir de là, sur 1,5 km environ, elle traverse différents espaces du Generalife, de l'Alhambra, donnant vie à des vergers, des jardins avec des parterres de fleurs, des fontaines, des bassins, créant cette mosaïque absolument extraordinaire de l'Alhambra et du Generalife. Dans le grand patio central se déploient les jardins les plus caractéristiques de l'époque nasride. Un cadre enchanteur qui continue de ravir ceux qui pourtant y travaillent tous les jours.
Cette cour centrale du Generalife est une autre des merveilles du monument. C'est le jardin andalou hispano-musulman par excellence, plus bas que la surface du sol, avec l'intention de faire un tapis de fleurs et de plantes. Et nous avons donc continué à le cultiver comme il l'avait imaginé. Je suis le jardin orné par l'harmonie. Contemple ma beauté et tu comprendras mon rang. Pour mon Seigneur, l'imam Mohammed, je rivalise avec le plus noble avenir ou le déjà passé. En réalité, ce sont les murs qui parlent le mieux de l'importance symbolique des jardins. Ce poème de la salle des deux sœurs, écrit par Ibn Zamrak, est le poème le plus long et avec la plus belle calligraphie de l'Alhambra. Il contient les principales métaphores du jardin, presque toutes. Il présente non seulement cet endroit, mais tout le palais comme un jardin avec des arômes, des fruits et une grande beauté esthétique. L'écriture est une tradition dans l'ornementation islamique, mais l'Alhambra est un cas particulier, un cas extrême. On y trouve plus de 10 000 inscriptions qui envahissent tous les espaces, et dont plusieurs dizaines de poèmes qui chantent les louanges des sultans et du palais lui-même. Le ciel de cristal y montre des merveilles. Écrites, elles emplissent les pages de beauté. La lumière est une et les couleurs se multiplient. Opposés ou pareils, comme tu voudras. C'est l'un de mes poèmes préférés de l'Alhambra. Il fait référence à ce précieux plafond de verre, les seuls verres qui restent dans l'Alhambra. Le poème est également très intéressant car il dit qu'ici se trouvait le trône califal de Mohamed V. Dans la pratique, il n'était pas reconnu comme calife, mais c'était une façon d'attribuer au souverain la plus haute dignité de l'islam. Mais pourquoi une telle profusion d'écriture sur les murs des palais? Que raconte cette accumulation de paroles sur l'histoire même de l'Alhambra? José Miguel Puerta Vilchez est l'un des grands spécialistes de l'épigraphie de l'Alhambra. Il en a traduit toutes les inscriptions et travaille en ce moment sur un site particulier, sans doute l'un des plus spectaculaires. Située le long des murailles, loin des palais des sultans, la tour dite de la captive est en fait une tour palatiale, c'est-à-dire transformée en une somptueuse demeure. Un exemple remarquable de l'architecture domestique nasride, exceptionnellement bien conservée, mais trop fragile pour être ouvert à la visite. En vue de l'édition de son prochain ouvrage sur les inscriptions épigraphiques de l'Alhambra, le chercheur sélectionne les exemples les plus représentatifs. Ce poème est un des seuls dans lequel le mot Alhambra apparaît par écrit. Ici. C'est dans cette zone qu'il y a le mot Alhambra. C'est très bien. Vous avez une bonne résolution. Vous pouvez même le recadrer, l'agrandir. C'est parfait.
Regardez. Ici, la calligraphie commence en haut. S'il s'asseyait normalement sur le sol et qu'il s'appuyait sur le mur, il ne s'appuyait jamais sur la parole, parce que la parole est sacrée et honorée. Pour le spécialiste, les murs de ce petit palais sont la démonstration des talents très particuliers des calligraphes nasrides. Nous avons ici un magnifique résumé des styles et contenus calligraphiques de l'Alhambra. Nous avons la calligraphie cursive, plus curviligne, la calligraphie koufique, très solennelle et très géométrique. Et à l'Alhambra, il existe aussi un nouveau type de calligraphie qui n'est pas connu en Orient, à savoir la calligraphie koufique architecturale. Les lettres forment de petits arcs, comme si elles supportaient toute la composition qui se développe jusqu'en haut. Une inventivité et une exubérance exceptionnelle de l'écriture qui est d'abord mise au service de la devise de la dynastie nasride. Dieu seul est victorieux. Telle est la devise de la dynastie nasride. C'est l'une des inscriptions qui forment un genre en soi, car c'est l'une des plus importantes de l'Alhambra. C'est la devise typique, celle qui est répétée le plus souvent autour des fenêtres, des portes. Elle figure sur tous les bâtiments de la dynastie des Nasrides. Un jeu d'écriture dont la mise en scène façonne le décor et conditionne même l'architecture de la pièce. Nous avons 4 poèmes. 4 poèmes de 8 versets, gravés aux 4 coins de la pièce. Ils commencent dans cette partie, ils se poursuivent le long du mur, ils font un coin, comme s'il s'agissait d'un livre ouvert, ils descendent jusqu'au bas des versets et continuent en bas jusqu'à la fin. Il est clair que les poètes ont été impliqués et ont conçu le bâtiment, la décoration, comme une sorte de livre en 3 dimensions. On peut s'étonner de l'importance considérable de ces poètes, dont les œuvres ornent les murs des palais et conditionnent même l'architecture. Sauf à apprendre qui ils sont en vérité. À l'Alhambra, les poètes sont les vizirs, c'est-à-dire les premiers ministres des gouvernements successifs. La propagande de l'époque se faisait à travers la poésie. Les premiers ministres composaient des poèmes pour les célébrations officielles, pour la circoncision des princes, pour le début de la rupture du jeûne, pour les fêtes de la naissance du prophète Mahomet. Ils ont décidé très tôt, au début du XIVe siècle, de faire des poèmes plus courts pour les afficher sur les murs. C'est pour ça que dans l'Alhambra, il y avait un peu plus de 100 poèmes, composés par Ibn al-Yayyab, Ibn al-Khatib et Ibn Zamrak. Trois célèbres vizirs dont les paroles étaient autant poétiques que politiques, et qui dirigeaient le Diwan, secrétariat d'État composé de lettrés chargés de rédiger les documents officiels et les traités. Lorsque les membres du Diwan étaient choisis, ils devaient très bien connaître la langue arabe, et surtout la poésie, qui était fondamentale. Parmi leurs fonctions, il y avait la correspondance diplomatique officielle, et surtout la composition des poèmes. C'était leur fonction principale. Oui, pour être vizir, il fallait être poète, c'est-à-dire aussi savoir faire de cette langue une arme diplomatique. Talent indispensable dans un royaume dont la survie repose sur sa capacité à négocier des alliances. Alternant diplomatie et campagne militaire, la politique étrangère du sultanat nasride va se caractériser tout au long de son histoire par une succession de traités, d'accords et de ruptures avec les royaumes qui l'entourent. Une intense activité diplomatique qui a laissé des traces dans les archives comme celle de la couronne d'Aragon, à Barcelone. Que révèlent ces documents sur le contenu et la forme des échanges entre pouvoirs chrétiens et musulmans?
Pour l'historienne Roser Salicrou, c'est tout d'abord l'abondance d'une correspondance au plus haut niveau des deux États qui surprend. Ici, par exemple, nous avons une lettre adressée au grand et très noble Mohamed, fils du roi de Grenade, avec différents contenus de nature diplomatique pour la négociation de traités, mais aussi se référant à des questions de piraterie, de commerce. Voici une autre lettre adressée au très haut et très noble Don Mohamed, roi de Grenade. La quantité de documents conservés sur la correspondance diplomatique avec Grenade est très importante. Ici, nous avons un traité du début du XIVe siècle, rédigé en arabe et envoyé de Grenade. Mais au fil du temps, la typologie documentaire des traités s'est modifiée. L'historienne s'est interrogée en particulier sur la façon dont les différents royaumes surmontaient la barrière de la langue. Ici, nous disposons d'un traité de 1377 avec la typologie la plus connue. Pour qu'il soit validé par les deux parties, il était d'abord écrit en arabe ou en latin, ou en aragonais, ou en castillan, la langue qui correspondait. L'autre partie était laissée en blanc afin que plus tard, à Grenade ou dans la couronne d'Aragon, la traduction soit effectuée et validée par les deux parties. Ici, nous voyons la validation du roi de Grenade, alors que dans le cas du document catalan ou aragonais, il s'agit de la signature d'un notaire, celui qui donne la validation. Et les raisons d'échanger sont permanentes. En l'espèce, ici, un traité de paix qui précise les droits des chrétiens installés sur le territoire de Grenade et ceux des populations musulmanes établies dans les royaumes chrétiens. Évidemment, comme les contacts étaient intenses, il y avait des gens, ici et à Grenade, qui comprenaient soit l'arabe, soit les langues romanes, et qui étaient chargés des traductions. Bien se comprendre. Une nécessité diplomatique pour laquelle le royaume de Grenade ne ménage pas ses efforts. Ici, nous avons une lettre dont le papier rose indique également qu'il s'agit d'une lettre du roi de Grenade et qui, en plus d'être rédigée en catalan, porte la signature autographe du roi de Grenade lui-même, Rex Youssouf, Youssouf, troisième roi de Grenade, ce qui indique que le roi a accepté de signer en caractère latin de sa propre main. À côté des différents politiques, c'est évidemment le volet économique qui motive ces échanges. La couronne d'Aragon, en tant que puissance méditerranéenne médiévale tournée vers la mer, privilégie les relations par voie maritime avec Grenade, c'est-à-dire à travers le commerce. Le royaume nasride est parfaitement intégré au commerce de l'espace méditerranéen et exporte de nombreux produits comme les fruits secs et la canne à sucre, qui poussent en abondance dans la plaine fertile arrosée par la Sierra Nevada. Il existait aussi un autre type de marchandises qui faisait la réputation du royaume nasride. Ce sont les produits artisanaux, et en particulier les céramiques de l'Alhambra. Des objets prestigieux reconnaissables à leur lustre métallique, où miroitaient le bleu et le doré de leur décor. Certaines des pièces combinant l'originalité des formes et la finesse des motifs fascinait littéralement les Occidentaux. Mais que sait-on des ateliers à l'origine de ces céramiques aussi exceptionnelles que complexes à fabriquer? Où étaient-ils situés au sein de la cité palatiale? La question renvoie à l'une des zones les moins explorées de l'Alhambra, la Médina, c'est-à-dire un ensemble urbain dont les activités étaient entièrement dédiées aux besoins du palais et de la cour. Ce quartier, essentiellement composé d'artisans, occupait près de la moitié de la surface totale du site et garde encore bien des secrets. Il faut dire que des constructions, il ne reste presque rien. L'endroit a subi de nombreuses transformations,
Et il a été en partie détruit par les troupes de Napoléon qui ont occupé l'Alhambra pendant 3 ans à partir de 1810. D'après les historiens, à l'époque nasride, cette médina possédait sa propre entrée qui donnait directement sur les premières habitations. Des maisons relativement confortables, souvent agencées autour de petites cours intérieures. Plus loin, on trouve les restes d'une tannerie où apparaissent très visibles les divers bassins destinés au trempage et au travail du cuir. Mais c'est l'activité principale de ce secteur qui intéresse l'archéologue et historien Alberto Porras, la céramique. Avec ses collaborateurs, il multiplie fouilles et analyses de ce terrain où subsistent les structures de quelques fours. Objectif, préciser l'importance et la nature exacte de cette production visiblement intégrée aux activités de la cité palatiale. Combien de fours? Pour quel type de céramique? Et pour quel usage? Nous savions que la poterie était produite dans l'enceinte de l'Alhambra. On a trouvé une série de structures, mais elles n'ont pas été très bien étudiées. Ce n'est que maintenant que nous réinterprétons ces structures, que nous analysons l'ensemble de cet espace et que nous réinterprétons toute la zone de la Médina et spécifiquement de ces quartiers, des quartiers qui ont été largement occupés par des artisans. Aujourd'hui, Alberto veut en savoir plus sur l'un des fours dont les vestiges sont enfouis dans la végétation et déterminer précisément le type de produit que l'on fabriquait ici. Pour cela, il a fait appel à des spécialistes en prospection géochimique. C'est ici, dans cette zone, qu'on a trouvé un four qu'on doit encore analyser. Et quels sont les éléments que vous souhaitez analyser? Eh bien, le cuivre, le manganèse, le plomb surtout, qui est étroitement lié à la production de céramique. Ce qui est curieux avec ce four, c'est que contrairement aux autres qui ont été restaurés et modifiés, celui-ci, par contre, est resté intact. Ce qui nous intéresse donc, c'est d'analyser les parois du four pour voir si nous avons des preuves du type de production qui y ont été réalisées. Ici? Oui. À première vue, on voit qu'il y a du fer, du cuivre, du manganèse et du zinc. Et du cobalt aussi? Le bleu cobalt de la céramique m'intéresse également. Ce niveau de cobalt est très significatif. Il n'apparaît pas dans les autres fours. Non, non. On peut donc penser que ce four a été utilisé pour la fabrication de pièces bleues et blanches, typiques des Nasrides, réalisées avec de l'oxyde de cobalt. Cette dernière découverte vient compléter les connaissances déjà accumulées sur cette partie de la Médina. Regarde, cette concentration de cuivre a attiré mon attention sur cette zone. Ça pourrait servir à élaborer le revêtement vert. On trouve aussi des grandes concentrations de plomb. Ça ne peut servir qu'à la production de céramique. Oui, pour l'émaillage. Et le manganèse, pour la décoration. Pour la décoration en noir. La variété des concentrations de métaux relevées par les scientifiques révèle une production de céramique hautement spécialisée et témoigne de l'ampleur de la zone artisanale consacrée à cette activité. Nous avons localisé 12 ou 15 fours, mais le nombre peut être encore plus élevé, car beaucoup d'autres apparaissent masqués dans le terrain, recouverts par la végétation ou par des bâtiments qui ont été construits dessus et qui empêchent de les voir. En d'autres termes, nous avons affaire à un quartier de potiers d'une taille remarquable. C'est l'immense réserve de l'Alhambra qui détient les traces morcelées de cette production. Des milliers de fragments de poterie provenant des différents sites du territoire.
Un trésor dans lequel l'archéologue vient régulièrement fouiller afin de préciser la typologie des pièces produites dans le quartier des potiers. Il y a une grande différence entre la céramique de l'Alhambra et celle d'autres sites de Grenade de la même époque. Par exemple, celle-ci est extraordinaire, n'est-ce pas? Ces coups de pinceau sont de la main d'un véritable artiste. Ce sont des céramiques vraiment très prestigieuses, qui ont été logiquement fabriquées pour une table de l'élite nasride. Ce qui veut dire qu'il s'agit d'une céramique de palais. Mais peu à peu, comme le royaume nasride était relié commercialement à toute la Méditerranée et à une partie de l'Europe du Nord, les élites d'Europe du Nord ont également réclamé ce type d'objet. De sorte que très rapidement, cette poterie a été introduite sur les marchés commerciaux en Russie, à Venise, au Danemark, en France, en Angleterre. Pour les grands seigneurs féodaux, posséder une pièce de ce type de vaisselle était un signe de statut, de rang social le plus élevé. Restaurées ou ayant simplement miraculeusement résisté au temps, les pièces de la collection du musée de l'Alhambra révèlent toute la finesse et la diversité de cette production. Qu'il s'agisse d'ornementer les plats ou les assiettes qui prendront place sur la table des seigneurs, ou de produire des pièces dont la beauté est la seule raison d'être. Connu sous le nom de vase de l'Alhambra et très prisé à l'époque dans les cours d'Europe, il n'en subsiste aujourd'hui que de très rares exemplaires, dont le plus prestigieux est sans doute celui-ci, le vase aux gazelles. Pièce exceptionnelle au décor complexe bleu et doré qui marque le point culminant de la maîtrise technique et artistique des potiers nasrides. À l'aube du XVe siècle, l'Alhambra est une cité palatiale rayonnante et prospère. Les constructions des différents sultans forment un complexe monumental unique par son ampleur et la finesse de son architecture. La Médina, avec sa mosquée, ses bains, ses commerces et ses habitations, se déploie autour de 2 rues principales. On y trouve aussi quelques grandes demeures, toujours organisées autour d'un patio central, réservé aux notables et aux fonctionnaires de la cour. À l'extrémité du site, un vaste quartier regroupe les artisans dédiés aux besoins du palais et à l'activité commerciale du royaume. Cependant, l'ultime royaume musulman d'Espagne va connaître un déclin progressif tout au long du XVe siècle. Rivalités internes, échecs militaires et tributs de plus en plus lourds à payer au royaume catholique, le sultanat s'affaiblit. Et c'est un événement qui se déroule à l'autre bout de l'Europe qui va précipiter sa fin. « 1453. Les troupes ottomanes s'emparent de la ville de Constantinople et mettent fin à l'empire chrétien de Byzance. Les grandes cours européennes sont sous le choc. En Espagne, plus question ni de paix ni de trêve avec le royaume musulman de Grenade. D'autant que le mariage en 1469 d'Isabelle Ier de Castille et de Ferdinand II d'Aragon ouvre la voie à un État chrétien espagnol unifié. Il est temps d'achever la conquête du territoire d'Al-Andalus. L'assaut est lancé en 1482. 10 années de guerre opposent alors le royaume nasride au roi catholique soutenu par le pape et par les autres royaumes européens. Pour découvrir les images de cette épopée guerrière, il faut se rendre à Tolède. Entourant le chœur de la cathédrale, 54 stalles en bois sculptés décrivent la progression des armées avec une précision documentaire.
Réalisées sitôt après les événements, à la fin du XVe siècle, elles font état des combats qui ont permis, une à une, la reprise des villes du sultanat par les rois catholiques. Jusqu'au port principal du royaume nasride, Malaga. En 1491, le royaume nasride se réduit à la seule ville de Grenade, assiégée par les armées catholiques. Boabdil, le dernier sultan nasride, n'a guère d'illusions sur l'issue du combat. Son armée, réduite à quelques cavaliers et fantassins, ne fait pas le poids devant l'artillerie ennemie. Et aucun des sultanats du Maghreb n'est prêt à l'aider. Il doit se résoudre à la capitulation. Parmi les témoins de la reddition du sultan nasride, un certain Christophe Colomb. Venu à Grenade pour convaincre les rois catholiques de l'intérêt de son expédition, il assiste en direct à la chute du royaume de Grenade et s'en réjouit. Je vis hisser de par le droit des armes les étendards royaux de vos Altesses autour de l'Alhambra. Et je vis le sultan sortir aux portes de la ville et baiser les royales mains de vos Altesses. Quelques mois plus tard, le navigateur s'élancera vers les Indes et posera le pied en Amérique, conquérant lui aussi au nom de la foi chrétienne. Quant à Boabdil, le dernier sultan, il s'exile dans les montagnes de la Sierra Nevada. Il n'aura régné que pour accompagner à sa fin le royaume de Grenade. Vainqueurs, les rois catholiques découvrent alors l'Alhambra de l'intérieur. Plus qu'une cité rebelle, c'est le spectacle d'un raffinement extrême dans l'architecture et le décor qui s'offre à eux. L'expression des savoirs accumulés en 8 siècles d'occupation musulmane. Alors, plutôt que de s'en prendre aux ultimes symboles d'un peuple vaincu, ils s'en font les protecteurs et paient les réparations des dommages consécutifs au siège. Conquise, l'Alhambra est provisoirement sauvée par sa magnificence. Mais elle entame une traversée des siècles chaotiques qui va profondément la transformer. La cité nasride est maintenant aux mains des rois catholiques qui lui attribuent d'importantes fonctions militaires. On modernise ses fortifications et tout en respectant le style décoratif des palais, on y insère discrètement la marque des nouveaux occupants. L'exemple le plus révélateur se situe dans la chambre dorée, sorte de vestibule à l'entrée du palais de Comares. Son plafond est actuellement en restauration. Vu du sol, il s'apparente tout à fait à un décor nasride avec son assemblage de caissons en bois décoré. De près, il révèle un autre visage. C'est un très beau plafond. Il n'a pas la polychromie arabe d'origine, mais une polychromie chrétienne. La forme et la charpente du plafond sont donc d'origine arabe. Nous parlons du XIVe siècle. Lorsque les monarques catholiques sont arrivés, ils ont commencé à repeindre les plafonds selon leur méthode chrétienne, qui consistait à mettre de l'or et ses fleurs décoratives. Pour cela, ils ont gratté les panneaux d'origine. Ils ont enlevé la polychromie qui était si merveilleuse et l'ont peinte à leur manière. Un changement de motif qui préserve l'effet global, mais permet aux nouveaux occupants d'y imprimer leur marque. Toutes ces petites figures dorées, toutes ces fleurs et tous ces points plus épais, c'est de la polychromie typique de l'époque des rois catholiques.
Mais cette relative discrétion des changements prend fin avec la construction du palais de Charles Quint. C'est en 1525, durant sa lune de miel avec Isabelle de Portugal, que le jeune empereur découvre à son tour la cité palatiale de l'Alhambra. La fascination est totale, et il décide d'y faire construire une résidence royale de très grande ampleur. Rasant probablement pour cela nombre d'édifices, il lance la construction d'un immense bâtiment collé au palais Nasrid, et qui modifie radicalement la cohérence architecturale des lieux. Le palais se présente à l'extérieur comme un bâtiment parfaitement carré de 63 mètres de côté, dans lequel s'inscrit un vaste patio circulaire à colonnade. Deux figures géométriques intégrées l'une dans l'autre qui font clairement référence à l'architecture impériale romaine. Une façon pour le souverain chrétien de rivaliser avec la majesté des palais nasrides, tout en s'inscrivant dans la continuité de cette prestigieuse aventure architecturale. D'autres bâtiments, comme l'église construite au XVIe siècle à l'emplacement de la mosquée d'origine, continuent de christianiser le site. De leur côté, les habitants musulmans de l'ancien royaume doivent faire profil bas. Dorénavant soumis à l'autorité des princes chrétiens, ils ont l'obligation de se convertir au christianisme pour demeurer dans la péninsule ibérique. Ils seront finalement expulsés d'Espagne durant la deuxième moitié du XVIe siècle. Les premières destructions d'envergure causées à l'Alhambra sont le fait des armées napoléoniennes engagées dans les campagnes d'Espagne. De 1810 à 1812, elles utilisent ces palais comme casernement, dynamitent ses fortifications en le quittant et pillent allègrement ses trésors. Dix ans plus tard, un violent séisme ruine encore davantage les constructions. En partie détruite, souvent squattée, régulièrement pillée, l'Alhambra est abandonnée à sa déchéance. C'est ainsi que la découvre l'écrivain et historien américain Washington Irving en arrivant à Grenade en 1828. Son enchantement pour ces ruines majestueuses deviendra le plaidoyer de leur sauvetage. Washington Irving a fait le tour de ce monument avec l'impression que l'Alhambra n'avait plus que quelques années à vivre, que tout allait s'effondrer, que tout allait s'écrouler en peu de temps. Et c'est l'impression qu'il donne dans son livre « Les Contes de l'Alhambra », publié en 1831. Juan Manuel Barrios est historien de l'art et s'est spécialisé sur cette période où se joue le destin du monument. C'est une Alhambra qu'il sait évoquer avec beaucoup de sensibilité. Lui et d'autres peintres et artistes venus d'Angleterre, de France et d'Allemagne pour visiter le monument ont rendu l'Alhambra célèbre dans le monde entier. Les Contes de l'Alhambra deviendront le livre que tous les voyageurs porteront sous le bras. Ce succès littéraire porté par le courant orientaliste va avoir des conséquences décisives pour le monument. Le livre a changé le destin de l'Alhambra et a attiré l'attention des autorités espagnoles qui ont commencé à donner de l'argent pour sa restauration. Il s'agit donc d'une œuvre d'une grande importance pour le monument. Une vaste opération de restauration est donc planifiée et mise en œuvre dès 1836. Mais comment, sous les légendes et les visions du rêve orientaliste, retrouver la réalité historique de l'Alhambra? Lorsque les travaux de restauration de l'Alhambra ont commencé, sa situation était critique. Puis arrivent des architectes qui ne comprennent pas l'architecture musulmane, qui n'ont pas étudié l'art islamique, mais réinterprètent les espaces et font des changements imprudents.
L'exemple le plus spectaculaire concerne l'un des petits kiosques de la cour des Lions coiffé d'une coupole orientalisante au XIXe siècle. L'Alhambra n'a jamais eu de coupole en azulejos vernissés. Mais certains architectes de l'époque pensaient que l'Alhambra devait avoir des coupoles comme celles décrites dans les contes des Mille et une nuits. Si l'Alhambra échappe finalement aux excès de zèle orientaliste, c'est en grande partie grâce aux travaux de Léopold Torres Balbás, qui dirige les restaurations à partir de 1923. Il était non seulement un architecte qui savait résoudre les problèmes par de très bonnes solutions techniques, mais il était aussi un grand historien du monument, ce qui lui a permis de prendre de très bonnes décisions. Dans la cour des Lions, Léopold Torres Balbás est confronté à la fameuse coupole et décide de la supprimer. Il développe une série d'hypothèses sur ce que pourrait être la reconstruction idéale et arrive à la conclusion que la meilleure est celle que nous voyons ici. La plupart de ces dérives orientalistes ont été ainsi rectifiées. Mais il demeure un endroit où se lie encore la fascination des restaurateurs du XIXe siècle pour cet Orient flamboyant. Ce sont les bains royaux du palais de Comares. C'est l'un des édifices les plus importants de l'Alhambra. C'est pour cela que, pour nous, sa conservation est très importante, parce que c'est probablement le seul bâtiment de la période médiévale, avec des installations de bains, qui a été préservé dans l'architecture islamique en Occident. Il s'agit des bains privés des rois, de la cour, pas des bains publics. Et le sultan, lorsqu'il utilisait les bains, entrait par le haut, se dénudait dans le vestibule, puis se rendait nu dans la partie inférieure, dans la chambre de repos. Et après, il passait dans la zone chaude, où il y avait le service des bains à vapeur. Et finalement, il revenait dans la chambre des lits pour se reposer. Ce somptueux patio a été profondément restauré au XIXe siècle. Si la structure d'origine et les motifs ont bien été respectés, ils nous plongent par endroits dans le rêve bariolé d'un conte des Mille et une nuits. Par exemple, dans cet espace, on peut voir que la partie du fond conserve une partie des couleurs d'origine. Mais sur l'autre mur, les repeints effectués dans la seconde moitié du XIXe siècle ont été conservés. Et les critiques des restaurateurs scientifiques du XXe siècle ont comparé l'effet visuel des couleurs de cette salle avec le costume d'un torero. Aujourd'hui, bien sûr, plus question d'inventer ou de réinterpréter les parties manquantes. Tout en conservant les traces de sa longue histoire, l'Alhambra offre le visage le plus proche possible de son brillant passé. Mais l'endroit est fragile et nécessite des soins permanents. Alors comment, dorénavant, aborder les restaurations indispensables à la survie des édifices et de leurs précieux décors? L'une des réponses réside dans l'atelier consacré au plâtre. Ici, l'on restaure des pièces de toutes les époques. Qu'il s'agisse de moulages d'une incroyable finesse, destinés aux visiteurs et collectionneurs du XIXe siècle, de reproductions permettant de garder la mémoire d'un décor, ou de fragments abîmés d'une pièce originale. C'est pour toutes ces opérations que Ramon Rubio, restaurateur et responsable de l'atelier, a mis au point un mortier très particulier. Lorsqu'il y avait une détérioration, un élément qui tombait à cause des mouvements sismiques qui se produisent à Grenade, cette pièce disparaissait et nous la reconstruisions seulement avec du plâtre. Mais aujourd'hui, nous avons inventé et breveté un nouveau mortier. Et l'avantage de ce mortier est qu'il est totalement invisible à la lumière naturelle normale. Et pour le détecter, il faut l'irradier avec de la lumière ultraviolette.
N'importe qui, en temps réel, maintenant ou dans un futur très lointain, sera capable de différencier la partie restaurée de la partie originale. Parce que ce mortier permet d'être réintégré, verni, peint, patiné et conserve toujours son pouvoir de fluorescence. Nous l'avons utilisé dans des peintures murales telles que les célèbres peintures sur cuir de la salle des rois. Ainsi, dans son voyage à travers les siècles, l'Alhambra laisse dorénavant une trace luminescente. L'assurance que les historiens et les archéologues puissent continuer à éclairer son histoire. Celle d'une culture qui, face au péril de sa disparition, choisit de marquer son époque en poussant au maximum les raffinements de son art, et qui a donné, par les monuments qui demeurent, sa part d'Orient à l'Occident.